Merci beaucoup. Et de fait, proposer à Amiens, le lieu de la charte d'Amiens qui se propose d'abolir le salariat et le patronat, proposer de faire advenir le salariat, suppose une explication. Le réseau salariat, cette association d'éducation populaire à laquelle je fais partie, quand je fais partie, a comme projet de contribuer à construire le salariat comme classe révolutionnaire, porteuse d'une alternative au capitalisme. Et donc, je dois m'expliquer sur une telle valorisation du salariat, alors que le projet de la CGT, dans sa constitution initiale en tout cas, c'est de l'abolir, parce qu'il y a une identification entre le salariat et le capitalisme. Identification dont je voudrais montrer le caractère discutable. Le salaire, dans sa pratique capitaliste, c'est à la fois une institution d'aliénation et d'exploitation. D'exploitation puisque cela permet aux propriétaires de l'outil de travail de valoriser son capital en exploitant la force de travail d'autrui qu'il paye pour ce qu'elle vaut, alors qu'elle va produire davantage et cette survaleur va être appropriée par le propriétaire de l'outil de travail. Aliénation parce que cette personne qui est payée pour ses besoins, ce que vaut la force de travail, c'est l'addition de ses besoins, et le salaire est censé couvrir les besoins de ce travailleur, pour qu'il soit sur son poste de travail, aujourd'hui et encore demain. Définir une personne par ses besoins, c'est extrêmement méprisant. Dire tu es un mineur économique, c'est moi le propriétaire de l'outil qui est le monopole de la production, et je vais te reconnaître non pas pour ta contribution à la production, pour le fait que tu es producteur, pour le fait que tu es créateur, mais je te reconnais comme être de besoin et je te file du pouvoir d'achat. Donc le salaire, dans sa pratique capitaliste de pouvoir d'achat, concédé par une classe qui a le monopole de la définition du travail et de la pratique du travail, qui décide de ce qui va être produit, de où ça va être produit, qui va produire. Un tel salaire doit évidemment être combattu et dépassé, et c'est bien ce qu'a fait la classe ouvrière depuis le XIXe siècle. Combattre le salaire comme expression de l'aliénation de personnes réduites à des êtres de besoin à qui on cède du pouvoir d'achat, et l'exploitation de personnes qui produisent une survaleur appropriée par le propriétaire de l'outil. Et cette bagarre, ce conflit de la classe ouvrière, cette lutte de classe, a été pour une bonne part victorieuse. Et c'est ce point que je voudrais insister, et sur lequel je voudrais insister, parce qu'il y a une espèce de postulat dans la science sociale qui pose les travailleurs comme des victimes. Et qui pose les travailleurs comme n'ayant pas été jusqu'ici en capacité de se constituer comme classe révolutionnaire. Qui pose la bourgeoisie comme la seule classe pour soi. Il n'y aurait donc qu'une seule classe,
pour soi, consciente de ses intérêts et en capacité de les faire valoir, la bourgeoisie, les propriétaires du capital. Et en face, il n'y aurait pas d'acteurs macroéconomiques, pas de sujet politique capable d'instaurer une alternative au monopole de la bourgeoisie sur la production, sur le travail. En face de la bourgeoisie qui décide de ce qu'est le travail, il y aurait des révoltes, des sécessions, des aménagements de peine sous forme de meilleur partage de la valeur ajoutée. Mais il n'y aurait pas de classe constituée en mesure d'imposer une autre pratique du travail, une autre définition de la production de valeur économique. C'est le postulat le plus courant en sciences sociales. Et vous allez avoir des collègues qui vont dénoncer le capitalisme comme source de domination et compléter cette dénonciation, cette critique, par une solidarité avec des victimes. Un chercheur en sciences sociales, surtout aussi les sociologues, va être critique du capitalisme et solidaire de ses victimes. Et il va poser les travailleurs comme des victimes. Ce que faisant, il écrit le récit capitaliste du réel. Il contribue à l'hégémonie de la classe dirigeante. La sociologie critique, qui se pose en défenseur de victimes, c'est un lieu d'écriture du récit capitaliste du réel, sans lequel il n'y a pas d'hégémonie de la classe dirigeante. Gramsci, dans les lettres de prison, il est alors donc le secrétaire général du principal parti communiste d'Europe occidentale à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, l'Italie. Il est en prison, il a échoué, Mussolini parade, et Mussolini va l'assassiner en prison en 1937. Et dans les lettres de prison, évidemment, Gramsci réfléchit sur le pourquoi de la défaite du Parti communiste. Et il redéfinit le concept d'hégémonie en disant une classe dirigeante ne peut le rester que si elle est hégémonique, c'est-à-dire si elle convainc ceux qu'elle domine de son récit du réel. Si ceux qu'elle domine se libèrent du récit du réel construit par la classe dirigeante, alors la capacité de domination de cette classe vacille. Mais tant qu'elle peut convaincre ceux qu'elle domine que c'est son récit du réel qui est le bon, alors elle a de beaux jours devant elle. Or, évidemment, dire qu'il n'y a qu'une seule classe pour soi, et qu'en face, il n'y a que des victimes, c'est construire le récit du réel, conforme à la domination capitaliste. Beaucoup de mes collègues sont des militants du dimanche. Ils ont deux casquettes. La semaine, ils écrivent le récit capitaliste du réel. En face de la bourgeoisie, il n'y a que de l'échec. Il n'y a que des victimes. Il n'y a que des combats au bout du compte perdus. Et puis le dimanche, ce sont des militants du pouvoir pour les travailleurs. Donc
voyez cette espèce de dichotomie extrêmement fréquente parmi les chercheurs, et dont il est très difficile de sortir, puisque ces chercheurs sont critiques, ces chercheurs sont solidaires de victimes. Ils sont dans le bien, ils sont dans le bon. Ils n'ont pas du tout conscience qu'en fait, ce sont des collabos. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à sortir de cette position de classe spontanée du chercheur. Et une position d'autant plus tenue que ce chercheur, comme moi, est d'origine populaire. Parce que l'origine populaire, ça nous rend extrêmement sensibles à l'injustice, très sensibles. Et du coup, un discours qui dit que, en face des dominants, il n'y a que des victimes. Que l'objectif du combat, c'est plus de justice. Non seulement on n'a rien contre, mais c'est tout à fait pour. Pourquoi je promeus de faire advenir le salariat? Parce que la classe révolutionnaire existe, qu'elle est en construction depuis un bon siècle, et qu'elle a mené des victoires, qu'elle a mené des batailles victorieuses. Et des batailles victorieuses qui ont généré des institutions d'une très grande solidité, des institutions qui définissent et qui pratiquent le travail sur un mode communiste, qui est le mode alternatif au mode capitaliste. Alors bien sûr, cette classe révolutionnaire en construction, elle n'est pas dominante, elle est dominée. Mais après tout, nous avons l'exemple d'une classe révolutionnaire qui a réussi, c'est la bourgeoisie. Et au XIVe siècle, lorsqu'elle démarre, la bourgeoisie n'est pas plus flambante que ne l'est la classe révolutionnaire aujourd'hui. Et elle ne triomphera de la classe dominante que plusieurs siècles plus tard, au XVIIIe siècle globalement, lorsque nous avons un changement de régime politique dans lequel la bourgeoisie se substitue à l'aristocratie comme classe dirigeante. Mais ce changement de régime politique n'advient qu'après un très long changement du mode de production. Faire la révolution, c'est changer le mode de production. C'est-à-dire changer la définition du travail, changer la pratique de la valeur économique, changer les institutions du travail. C'est ce qu'a fait la bourgeoisie. Les institutions du travail, c'est deux choses. C'est le statut du travailleur et c'est le régime de propriété. Et la bourgeoisie, au cours de plusieurs siècles, car tout ça ne se fait pas par la prise du palais d'hiver, a construit et imposé finalement un nouveau statut du travailleur. On est passé du servage aux travailleurs libres sur le marché du travail. C'était extrêmement long à construire, avec des avancées, des reculs. Parfois, nous avons une réaction nobiliaire qui fait que l'aristocratie reprend le dessus, la bourgeoisie recule. Aujourd'hui, depuis 30 ans, nous sommes en recul, mais c'est tout. À l'échelle de l'histoire, ce recul, c'est rien du tout. Et il faut penser à l'échelle de l'histoire. Et changer le régime de propriété, là encore, la bourgeoisie va mettre un temps considérable à changer le droit. Changer le droit est décisif, évidemment, pour changer la société, le mode de production. Et par exemple, nous avons des travaux extrêmement intéressants sur le droit pénal, l'évolution du droit pénal, comment progressivement le droit pénal sanctionne l'émergence d'un régime de propriété capitaliste qui se substitue au régime de propriété
autorité aristocratique. Eh bien, la question est la suivante. Est-ce que, depuis un siècle, se construit une classe en mesure de changer le statut du travailleur et le régime de propriété? Ma réponse est oui. Depuis un siècle, une classe change le régime de propriété et le statut du travailleur. Et ça passe par le salaire. C'est pour ça qu'il y a un enjeu du salaire. Le salaire, c'est l'institution par excellence du capitalisme, et c'est par cette institution-là que le capitalisme est subverti. Et proposer en 2017 l'abolition du salariat, c'est exprimer un mépris, le mépris commun des sciences sociales pour la classe ouvrière. C'est supposer qu'elle est vaincue, qu'elle n'a pas changé le sens du salaire, qu'elle n'a pas commencé à instituer une alternative au mode de production capitaliste, que le capitalisme, c'est une domination à l'infini, qui ne trouvera sa perte que dans le désastre écologique qui le fera disparaître. Attendre la disparition du capitalisme, du désastre écologique, est d'une irresponsabilité absolue. Parce que on peut rêver que l'apocalypse sera joyeuse, mais elle ne le sera pas. Réévaluer le caractère révolutionnaire de la classe ouvrière est absolument décisif, parce que les institutions même de la classe ouvrière aujourd'hui ne sont pas porteuses des conquêtes dont elles devraient pourtant être les promoteuses. Alors la classe ouvrière, c'est un terme générique qui est le terme le plus utilisé pour désigner la classe révolutionnaire en construction. Parce que de fait, c'est dans les entreprises et à partir du groupe des ouvriers que l'organisation des travailleurs s'est construite sur un mode révolutionnaire. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Non. Et c'est pourquoi je pense que c'est du côté du salariat qu'il faut chercher la poursuite du combat de la classe ouvrière à partir bien sûr de ces institutions, aussi bien syndicales que politiques, mais aussi d'autres lieux de construction d'une alternative au capitalisme. La subversion du salaire comme institution d'aliénation et d'exploitation des travailleurs s'opère selon deux lignes de combat. La première ligne, c'est la construction de l'emploi. L'emploi, c'est une conquête syndicale. Dans les années 50 encore, le patronat ne parle jamais d'emploi. C'est les syndicats qui parlent d'emploi. Le patronat, il parle de poste de travail. L'emploi, c'est une conquête syndicale au sens où les postes de travail vont être enrichis de 3 droits en permanence contestés par le patronat.
d'une part le salaire à la qualification, et toutes les conventions collectives qui sont le cœur de la bataille syndicale dans les années 50-60, les grèves dans les années 50-60, c'est à l'occasion de la négociation des conventions collectives. J'avais de la place là, si vous voulez. Ne restez pas debout. Hein. Venez. Il y a de la place partout, mais vous pouvez vous installer. Restez proche. La qualification, le salaire à la qualification, le fait d'attribuer à chaque poste, vous savez ce que c'est qu'une convention collective, hein, on classe des postes de travail, on leur attribue une qualification dans une hiérarchie des qualifications et le salaire lié à cette qualification. Et la convention collective impose à l'employeur le respect de ce salaire. Vous voyez que c'est un changement du sens du salaire. Ce n'est pas le besoin du travailleur qui fonde le salaire. C'est la reconnaissance de sa contribution à la production. Et ça légitime sa revendication d'être souverain sur cette production. Le refus est absolument tripal de la bourgeoisie de la qualification. Bien cela. Une classe dirigeante, ce qui l'obsède, c'est pas ses sous, c'est son pouvoir. Et donc qu'elle puisse en face d'elle définir les travailleurs comme des mineurs économiques qui sont niés comme créateurs et posés comme êtres de besoin, ça lui va tout à fait. Le salaire comme prix de la force de travail, Marx l'a magnifiquement expliqué, c'est la forme capitaliste du salaire. Mais que le travailleur soit reconnu comme producteur, alors là, c'est le pouvoir même de la bourgeoisie qui est mis en cause, puisque ce producteur reconnu comme tel va dire « Enfin, c'est moi qui produis, c'est moi qui décide ». Vous voyez, la façon dont une ressource nous reconnaît est fondamentale. Le salaire, depuis la lutte de la classe ouvrière, nous reconnaît comme producteur, pas comme être de besoin. Le salaire, c'est pas du pouvoir d'achat. Et revendiquer une hausse du pouvoir d'achat, c'est rester dans l'aliénation capitaliste. Le salaire, c'est un début de subversion du capitalisme dès lors que il repose sur la qualification de poste de travail. Début, je verrai comment c'est insuffisant et comment une autre ligne de combat de la classe ouvrière a construit autre chose d'encore plus performant que l'emploi. Deuxième droit qui vient enrichir le poste de travail capitaliste et changer le sens du salaire, c'est la cotisation au régime général de sécurité sociale. Et là, c'est une conquête ouvrière massive, si massive qu'elle est l'objet, là aussi, comme la qualification, d'une récusation par la bourgeoisie permanente. La bourgeoisie veut bien toute la sécurité sociale que l'on veut. Moi, je ne défends pas la Sécu. Une grosse partie de la Sécu est capitaliste. La GIRCARCO, c'est capitaliste, les mutuelles, c'est capitaliste. Il y a plein de choses capitalistes dans la Sécu. Les patrons sont prêts à dépenser plus. Encore une fois, ce n'est pas leur portefeuille qui leur importe, c'est leur pouvoir. Ils sont prêts à dépenser plus de sous à payer une mutuelle qu'à augmenter le taux de cotisation au régime général d'assurance maladie. Ils le font. Qu'est-ce que c'est que le régime général? C'est l'anti-sécu capitaliste qui se construit lorsque quelques ministres communistes sont sur des strapontins pendant 1 an, en 1946. La Sécu, c'est pas du tout quelque chose qui est né en 1945, comme on nous le raconte dans l'histoire officielle. En 1945, tout existe. Le cœur de la Sécu, c'est les allocations familiales. Alors, les allocations familiales sont obligatoires à la fonction publique depuis 1917, obligatoires dans le privé depuis 1932, obligatoires dans l'agriculture depuis 1935. C'est la couverture obligatoire santé
depuis 1930, la couverture obligatoire vieillesse depuis 1930, c'est la couverture obligatoire des accidents du travail maladie professionnelle depuis 1898, c'est les régimes de retraite de fonctionnaires depuis 1853, des mines depuis le 19e, de la SNCF depuis les années 30, en fait, etc. Les mutuelles, ça existe depuis le 19e, tout existe, absolument tout. 45, c'est pas la création de la Sécu, pas du tout. 45, c'est pas une date, c'est 46 la date. C'est lorsque des militants de la CGT et du Parti communiste, seuls contre tous, là encore fait partie de la saga qui nous dit qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire, l'idée qu'il y aurait eu une unanimité des communistes ou gaullistes du fait du CNR. C'est de la blague. Ça ne résiste pas à 5 minutes d'archives. Ces ministres communistes, après la victoire du Parti communiste en 1945, les premières élections législatives d'octobre 1945, à 30% des voix, De Gaulle leur concède 5 strapontins. Aucun ministère régalien, ni les finances, ni l'intérieur, ni les affaires étrangères, rien de tout cela. La santé, le travail, la production industrielle, l'aéronautique, enfin, militaire, l'armement. Bon. Quelques strapontins pendant 1 an. Ils arrivent au gouvernement en novembre 1945 et Léon Blum les enchasse en décembre 1946. En décembre 1946, Léon Blum constitue un gouvernement homogène et SFIO et s'empresse d'aller négocier le futur plan Marshall à Washington. C'est tellement ridicule de faire un gouvernement SFIO homogène alors que le premier parti de France est communiste qu'il est obligé de reprendre quelques communistes, mais pas tous. Marcel Paul, par exemple, qui était à la production industrielle et qui a nationalisé le DFGDF en 1946, n'est pas repris. Croizat, qui a créé le régime général, est repris, mais il est politiquement mort. Les quelques ministres communistes qui sont repris en 1947 sont morts et disparaissent lorsque Ramadier les chasse en mai 1947. Lorsqu'ils sont sur leur strapontin, ils sont seuls contre tous. La nationalisation de l'EDF-GDF se fait lorsque Marcel Paul rentre de Buchenwald, où il avait organisé d'ailleurs la résistance aux gardiens de ce camp. Et il revient donc à l'été 1945, il est nommé ministre de la production industrielle, il succède, en novembre 1945, il succède à Robert Lacoste, ministre SFIO, dont les archives nous montrent que l'essentiel du travail, c'était de ne pas nationaliser le DFGDF, c'est-à-dire ne pas appliquer le programme du CNR. Vous savez, si vous avez lu Les Jours Heureux de Gilles Perret, que le CNR a eu plusieurs écritures. Au départ, c'est une écriture assez plan-plan, et puis ça se termine par une écriture communiste. Ce sont les communistes qui écrivent, parce que ce sont eux qui sont essentiels dans la résistance intérieure, qui rédigent la dernière mouture du CNR. Donc l'obsession des gaullistes, de la SFIO et du MRP, démocrate chrétien, c'est de ne pas appliquer le programme du CNR, bien sûr. Programme communiste. Donc, il n'est appliqué que par les ministres communistes. Lorsque, en novembre 1945, Marcel Paul arrive, il va nationaliser le DFGDF. Nationaliser, c'est pas étatiser. C'est donner aux travailleurs de DFGDF un pouvoir économique qui font que ces travailleurs vont être l'expression de la nation souveraine sur la production d'énergie. Lorsque ce statut des salariés de DFGDF, Marcel Paul le fait passer le 22 juin 1946, en catimini. Le 22 juin 1946, on est en pleine élection, les premières élections pour la Constitution de 1946, qui aboutiront d'ailleurs à un nom. Et le gouvernement est en vacances, il est vacant. Et il profite
pour sortir le décret parce qu'il sait qu'il ne serait pas signé par les ministres SFIO et MRP, qui sont hostiles au fait que les travailleurs aient du pouvoir dans l'entreprise. Que l'on étatise, ça n'a jamais dérangé le capitalisme, mais que l'on donne du pouvoir aux travailleurs, ça sûrement pas. Et lorsqu'il est chassé par Léon Blum en décembre 1946, qui le remplace? Robert Lacoste, bien sûr, qui revient et qui ôte du statut des énergéticiens et gaziers tout pouvoir économique. On étatise, on nationalise pas, sûrement pas. Lequel Robert Lacoste illustrera en revenant sur le statut des mineurs, obtenu là aussi dans des avantages nouveaux en 1946, ce qui entraînera la grande grève de 1948, réprimée, comme on le sait, par un ministre de l'Intérieur socialiste, sur l'initiative d'une provocation par un ministre de la Production industrielle socialiste. Et Robert Lacoste finira, comme vous le savez, comme ministre résident en Algérie, couvrant la torture de la guerre d'Alger, de la bataille d'Alger, témoignant positivement au procès Salan, etc. etc. Seuls contre tous, les ministres communistes ont commencé à instituer une alternative au capitalisme, c'est-à-dire un autre statut du travailleur et un autre régime de propriété. Les salariés d'EDF, GDF ne passent pas par le marché du travail. Ils ont un statut. Ce ne sont pas des travailleurs libres sur le libre marché du travail, soumis en permanence au chantage à l'emploi. Ils ont dépassé dans une situation de salaire à vie. Un électricien gazier a un salaire à vie. Et sa pension, c'est la poursuite. Elle est calculée sur son dernier salaire, qui est le meilleur puisqu'il a progressé tout au long de sa carrière. Régime de propriété, il n'y a pas de capital. Nous sommes dans une propriété d'usage, mais dans une propriété capitaliste. Avec les limites que j'ai dites, considérables, c'est que dès fin 1946, le ministre SFIO détricote le côté nationalisation au bénéfice d'une étatisation qui laisse sans pouvoir réel les travailleurs. Et donc il n'y a pas, de ce point de vue-là, un changement décisif de la logique capitaliste de la production. Mais il y a une institution que la bourgeoisie va combattre en permanence et qui subsiste partiellement encore aujourd'hui, hein, mais que nous ne pourrons remettre dans une dynamique émancipatrice que si nous changeons de braquet. Je vais y venir en conclusion. Autre élément d'initiation d'institutions communistes dans la production, par le régime général, cette fois-ci. Le régime général, c'est donc Croizat. Ici, vous avez vu le film de Perret, l'autre film, c'est-à-dire La Sociale. Vous avez vu la mobilisation exceptionnelle de ces militants de la CGT, puisque la CFTC, le syndicat, est contre l'ordonnance de 1945, et donc ne veut pas participer à la mise en place du régime général. Ces militants, souvent très jeunes, hein, qui ont entre 20 et 30 ans, qui vont créer les caisses. Il faut passer de tout le fatras dont je viens de parler, hein, les assurances sociales pour la santé, la vieillesse, c'est paritaire, la couverture des AT-MP, c'est les assurances, les allocations familiales, c'est des caisses patronales, les régimes de collaborateurs, il a fallu vite changer de nom, hein, en 1944, on a trouvé le mot cadre, hein, il y a un bouquin très marrant sur la façon dont on a éperdument cherché un autre nom que le mot collaborateur en 1944 pour inventer le mot cadre. Bon, les régimes des cadres existent aussi, et tout ça existe, et c'est contre tout cela,
avec des taux très différents. Vous avez les allocations familiales, par exemple, les taux vont de 4 à 17% du salaire brut dans les boîtes. Pourquoi? Parce que les allocations familiales, c'est une initiative patronale. C'est de la sécurité sociale capitaliste au départ, que la classe ouvrière va subvertir complètement en 45, 46 exactement. 45, c'est pas une date, c'est 46 la date. C'est le statut de la fonction publique, c'est la nationalisation de la DFGDF et c'est le régime général. Toute œuvre de ministre communiste. Pourquoi est-ce que vous avez des taux extrêmement variables de cotisation aux allocations familiales? Et parce que les allocations familiales, c'est la réponse patronale à la revendication de hausse des salaires. Et en particulier en 1936. Vous avez les occupations d'usine, d'accord? Supposons que les salariés revendiquent 20% de hausse du salaire, les patrons refusent, et il y a un compromis de fin d'occupation qui dit 10% de hausse des salaires et 10 points de cotisation aux allocations familiales. C'est pour ça que c'est très mal vu par les travailleurs. C'est une arme de guerre contre la hausse des salaires, qui concentre la hausse des salaires sur les seuls chargés de famille, dans des caisses qui sont gérées par les seuls patrons. Les allocations familiales, il n'y a que les patrons qui gèrent. Quelle est la mutation qu'opèrent Croizat et les militants de la CGT en créant le régime contre cela, contre la Sécu? Contre la Sécu, d'accord? Moi, je ne défends pas la Sécu. C'est parce que nous défendons la Sécu que nous sommes dans la défaite. Parce que nous n'honorons pas, j'arrête de m'énerver, d'accord, mais il y a de quoi l'être, vous savez. Parce que ça fait depuis 30 ans que nous sommes dans la défaite. Il faudrait quand même en sortir. C'est pas d'énervement chez moi, c'est de la tristesse, d'accord. Contre la Sécu, ce que fait Croizat dans la loi d'août 46, c'est de dire, il double les allocs. Il double les allocs, c'est la façon qu'il a pour lui de contourner l'obligation faite au ministre de veiller à ce qu'il n'y ait pas de hausse des salaires. Parce que dans la saga habituelle, on nous dit « Ah ben tout ça a été possible en 1945 parce que le patronat était dans les choux. » Vous avez forcément entendu dire ça. Le patronat dans les choux. Bon. Mais il n'était pas dans les choux, le patronat. Il était, en 1945, avoir collaboré, c'était pas vraiment une source d'indignité nationale, sauf à supposer que la France était résistante, ce qui est quand même une façon un peu rapide de dire les choses. Je rappelle qu'en avril 1944, Pétain est ovationné par une foule immense à Lyon. C'était pas Amiens, d'accord, enfin, il y avait aussi des Amiennois sûrement qui étaient d'accord. Donc, mais surtout, le patronat était omniprésent au gouvernement. Depuis 1938, Daladier, un ministre issu du Front Populaire, un ministre radical. Mais le Front Populaire, en 1938, c'est les ministres ont complètement tourné Kazakh. Hein, ils sont plus du tout du côté des travailleurs. Invoque la préparation de la guerre, invoque l'état de guerre pour mener la guerre sociale. L'état de guerre, on sait que ça sert à mener la guerre sociale. Aujourd'hui, l'état d'urgence, ça sert à criminaliser l'action syndicale, à emprisonner les goudieurs ou à traiter de façon ignoble les migrants. En foutant 600 militaires à Sospel, c'est-à-dire autant d'habitants, pour essayer de chasser les migrants sous la houlette de Fillon et de Ciotti. Bien, l'état de guerre de l'époque sert à la même chose, bien sûr, à mener la guerre sociale, et au nom de l'état de guerre, il est depuis 1938 interdit de négocier les salaires. Les salaires sont définis au départ par les préfets, puis ça fout le bordel d'un département à l'autre. C'est finalement les ministères qui, dans leur champ de compétences, définissent les salaires. Pétain, évidemment, continue, mais les gouvernements provisoires aussi. En 1944, 1945, 1946, les gouvernements sont là pour empêcher toute hausse des salaires. Et vous voyez quel est le calcul. Pendant ce temps-là, le patronat organise la pénurie. Là encore, les archives sont tout à fait claires là-dessus. Il y a des ordres patronaux pour organiser la pénurie, pour qu'il n'y ait pas de production au niveau des besoins.
Vous comprenez que si vous organisez la pénurie, donc les prix augmentent. Si vous avez un pouvoir qui garantit qu'il n'y aura pas de hausse des salaires, ce qui est le cas des gouvernements provisoires, ben, vous allez avoir une protestation populaire devant une baisse énorme du pouvoir d'achat. En 1946, le pouvoir d'achat baisse considérablement. Il est plus faible qu'en 1944 ou en 1943. Qu'est-ce qu'attendent de ces messieurs de cette affaire, ces messieurs de la SFIO, du MRP et du patronat? Ben, ils attendent bien sûr que les travailleurs se révoltent contre ceux qui sont leurs représentants les plus spontanés, c'est-à-dire la CGT et le Parti communiste. C'est ça le calcul. C'est pour ça que le Parti communiste et la CGT vont mener la bataille de la production. C'est pas pour trahir, comme on le dit trop facilement, en refaisant l'histoire avec des si. Vous avez un magnifique film de Ken Loach qui dit pareil d'ailleurs. Qui est-ce qui a vu parmi vous l'esprit de 45? Levez la main, n'hésitez pas. Une main. Qui est-ce qui a vu le dernier film de Ken Loach? Voilà. Il suffit que Ken Loach puisse pour que tout le monde aille voir le film en France. Hein. C'est un type remarquable qui fait des films extrêmement bien, sauf que son avant-dernier film, personne ne l'a vu. Parce que son avant-dernier film dit la même chose que moi. La classe ouvrière n'est pas vaincue, c'est pas des victimes. Il n'y a pas une seule classe, il y en a deux. Et ça, c'est un tabou absolu. Il a fait un documentaire magnifique qui s'appelle L'Esprit de 45 et qui montre un peuple qui en plus a gagné la guerre. C'est pas comme la France où on a été collabo. Un peuple qui a gagné la guerre et qui dit plus jamais 1930, les années 30, etc. Le patronat qui organise la pénurie comme il l'a fait dans les années 30, etc. Plus jamais. Et qui s'empare de l'appareil de production pour produire. La façon donc dont Croizat tourne l'interdiction de hausse des salaires, c'est d'une part de doubler les allocations familiales, de supprimer l'abattement de 10% qu'il y avait sur les salaires des femmes. Par définition, une femme, le salaire, c'était le salaire de l'homme, moins 10%, c'est un abattement légal, obligatoire, qui est supprimé par Croizat, et puis qui instaure les heures supplémentaires à 50%. C'était sa seule façon qu'il avait de contourner l'interdiction de hausse des salaires. Et il va poser dans la loi d'août 46, dont je parlais avant de faire cet excursus, mais indispensable pour bien recadrer les conditions dans lesquelles tout ça s'est fait, et sortir du mythe de c'était l'époque qui voulait ça. L'époque ne veut jamais, jamais. Dans la loi d'août 46, il dit les allocations familiales, il n'y a pas besoin d'avoir un emploi pour les toucher. Alors que jusque-là, un chômeur chargé d'enfants, pas d'alloc. Un retraité chargé d'enfants, pas d'alloc. Un salarié en arrêt de maladie chargé d'enfants, pas d'alloc. C'est du sursalaire, et le salaire, ça suppose qu'on soit sur l'emploi. Croizat dénoue le salaire de l'emploi. Et en même temps qu'il attribue les allocations familiales à tous, quel que soit leur rapport à l'emploi, il dit c'est du salaire, c'est pas du revenu, c'est pas la couverture des coûts familiaux, c'est pas de la solidarité entre les célibataires et les chargés de famille, c'est pas ça, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est pas de la solidarité. Si nous disons que la Sécu c'est la solidarité, nous enterrons Croizat et nous nous empêchons de mener la bagarre où il faut, et nous sommes dans la défaite comme nous sommes depuis 30 ans. C'est pas une ponction sur la valeur par un meilleur partage de la valeur qui permettrait d'attribuer à des gens qui ont des besoins, les parents, d'attribuer à des gens qui ont des besoins des ressources pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins. Laissons ça au capital.
C'est du salaire, c'est pour 2 enfants, 225 heures, c'est des horaires à l'époque, les ouvriers, hein, 225 heures pour mois, pour chaque mois, du salaire horaire de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie de la région parisienne, et ça évolue avec ce salaire-là. C'est du salaire qui reconnaît du travail. Tout salaire reconnaît une contribution à la production. Et vous voyez que c'est du salaire sans employeur. C'est le salaire qui reconnaît le travail des parents. Faire la révolution, c'est changer la pratique du travail. Le capital nous dit, ne travaillent que ceux qui vont sur le marché du travail, faire allégeance à un employeur, dans un entretien d'embauche où ils jurent leur grand Dieu qu'ils sont au service et perdus du projet de l'employeur, et qui ensuite produisent des marchandises capitalistes. J'ajoute capitaliste, car toute marchandise n'est pas capitaliste. Une AMAP, c'est des marchandises, mais c'est pas capitaliste. Identifier capitaliste et marchandise, c'est absurde. Qui produisent des marchandises capitalistes, ça disent des marchandises produites pour mettre en valeur du capital, pas pour leur valeur d'usage, pas pour leur utilité sociale, mais pour la rentabilité du capital qu'elles rendent possible. C'est pour ça que le capitaliste nous mène dans un mur écologique total, puisqu'il se fout éperdument de la valeur d'usage de ce qui est produit. Et ceux qui ne sont pas dans cette situation d'aller sur le marché du travail, se soumettre à un propriétaire d'outils de travail pour produire des marchandises capitalistes qui mettront en valeur son capital, ceux-là, eh ben, ils dépensent. Les parents dépensent, les fonctionnaires dépensent, les retraités dépensent, les soignants dépensent. Pour ceux d'entre vous les plus jeunes qui avaient vu la vidéo d'Usul, qui est peut-être là pour ça d'ailleurs, parce qu'ils ont vu la vidéo d'Usul sur le salaire à vie. Vous avez un enfant d'art dans la vidéo où USUL, pour les plus vieux qui n'ont pas vu, hein, allez voir, vous faites USUL, Frio, je ne sais pas quoi, vous allez trouver le truc tout de suite, d'accord ? 35 minutes, fort bien fait, sur le salaire à vie, ça vous déniaisera complètement sur les racontars de Hamon et compagnie. Vous avez un moment où vous avez une opération tonte du gazon. Tonte du gazon, c'est une activité utile, sauf si on est pour la permaculture, ou si on est le voisin emmerdé par le bruit de la tondeuse, mais vous avez un mec qui tonde son gazon. Bon, il tonde son gazon, il ne produit pas. C'est pas du travail, c'est de l'activité. L'activité, c'est ce qui produit des valeurs d'usage. Le travail, c'est ce qui produit des valeurs d'usage et de la valeur économique. C'est la différence travail et activité. En général exprimé par de la monnaie, mais pas uniquement, puisque vous avez la production non marchande, des administrations et tout ça. Si c'est un fonctionnaire territorial, employé municipal, qui tonde du gazon, vous voyez sur la vidéo, non seulement il ne produit pas, mais il dépense, le mec. Si c'est maintenant un employé de Veolia qui a obtenu de la mairie la concession des espaces verts, alors il produit, évidemment. Vous voyez, dès que nous parlons dépenses s'agissant des fonctionnaires, dépenses de santé, nous sommes dans l'aliénation à la définition capitaliste du travail. On ne parle pas je parle pas de dépenses automobiles, on parle de production automobile. On ne parle pas de dépenses d'information, on parle de production d'information. Pourquoi est-ce qu'on parle de dépenses de santé? Sinon parce qu'on est dans l'aliénation à la religion capitaliste qui nous dit ne produisent que ceux qui se soumettent au capital pour produire des marchandises qui mettront en valeur le capital des propriétaires, des prêteurs. Or, c'est bien ce que fait Croizat. Il dit les parents, c'est pas des gens qui dépensent et qui auraient droit à ce que de la CSG, un impôt de solidarité, vienne reconnaître les coûts de l'enfant. Laissons ça à Rocard, s'il vous plaît.
Laissons ça à nos adversaires. Saint-Rocard, évidemment, canonisé dès sa mort. C'est le plus brillant de nos adversaires, le plus malin. Il est à gauche, un homme de droite qui est à gauche, c'est le plus malin. Évidemment. Peut-être plus maintenant, d'ailleurs, ça change. Jules B aurait plus de gueule s'il était à gauche, d'accord. Il était à droite, pas de peau. Rocard, lui, il avait pris soin d'être à gauche. Pourquoi est-ce que nous avons été incapables de nous opposer à la CSG? C'est ça la question. C'est pas que Rocard ait fait la CSG. C'est que nous ayons été incapables de nous y opposer. C'est que nous ayons été battus. Parce que nous n'avons pas lu la loi de 1946 de Croizat pour ce qu'elle est. Le début d'une institution capitaliste pardon, excusez le lapsus, assez dramatique à vrai dire. L'institution communiste du travail. Travailler, ça n'est pas aller sur un marché du travail, se soumettre à un employeur pour produire des merdes capitalistes à obsolescence programmée, pour produire de la croissance dégueulasse qui nous rend malades, etc., etc. C'est pas ça, travailler. Travailler, c'est être reconnu comme producteur parce qu'on est parent. Les allocations familiales, c'est du salaire. Et c'est pour ça que l'obsession des réformateurs, c'est que ce ne soit plus du salaire, que ce soit de l'impôt, de solidarité. Et si nous sommes dans l'incapacité de nous opposer à la CSG, c'est parce que nous n'avons pas, à cause de tous ces sociologues patentés qui nous disent qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire, qu'il n'y a que des victimes, capables d'instituer un peu de solidarité dans un monde de brutes, que l'enjeu du conflit social, c'est de mieux répartir la valeur pour plus de justice par une bonne révolution fiscale. La révolution fiscale, c'est ce qui empêche la révolution tout court. Lorsque Croizat dit 1. Les allocs sont déconnectés de l'emploi, 2. C'est du salaire, il commence à changer la pratique du travail. Travailler, c'est être parent. Produire de la valeur économique, c'est éduquer des enfants. Il sort le travail du carcan capitaliste qui dit que les parents, ça dépense, que ça ne produit pas. En 1947, les statistiques sont très éloquentes. Les familles ouvrières ont en moyenne 3 enfants. En 1947, le salaire ouvrier, c'est moitié l'emploi, moitié les allocs. Vous voyez, on commence. C'est ça, changer le statut politique du producteur, qui est un élément décisif de la révolution. Changer le régime de propriété, changer le statut du producteur. On commence à dire, être producteur, ça n'est pas aller sur le marché du travail, se soumettre à un employeur. Le régime général, c'est ce qui va permettre de constituer une classe comme classe pour soi. Vous savez la distinction de Marx entre classe en soi et classe pour soi. La classe pour soi, la classe en soi, c'est un fait. La classe pour soi, c'est lorsque cette classe en soi s'organise, se constitue en vue du pouvoir économique, en vue de la souveraineté sur la valeur économique, en vue de la souveraineté sur le travail. La bourgeoisie, après des décennies et des siècles même de situations incoatives, s'est constituée comme classe pour soi. Tout l'enjeu, et c'est tout l'enjeu de la science sociale, parce qu'on ne demande pas à un biologiste de nous dire comment on va mourir, on le sait ça. On demande à un biologiste d'épier la vie. Alors, un sociologue, c'est quelqu'un qui vous dit comment on se fait baiser. C'est Bourdieu. C'est les passants Charlot. Il n'y a qu'une classe. En face, il y a des victimes. On demande
à un sociologue de d'épier l'émancipation. C'est ça son métier. Sinon, c'est un collabo. Or, précisément, lorsque on lit 46, non pas avec le postulat qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire en construction, non pas avec le postulat que le fondement du conflit social, c'est le meilleur partage de la valeur, moins pour le capital, plus pour le travail. Si on sort de ce postulat-là, pour lire la lutte de classe pour ce qu'elle est, non pas une meilleure répartition de la valeur capitaliste, mais une autre production de valeur communiste. Je parle de valeur économique, je ne parle pas de valeur au pluriel sur les valeurs. Moi je suis économiste, je ne m'intéresse pas aux valeurs. Je suis économiste, je m'intéresse à la valeur économique. Économiste devenu sociologue, parce que j'en avais absolument marre de cette science du pouvoir qu'est l'économie, dans laquelle j'ai tout fait. Mais bon, malheureusement, j'ai trouvé en sociologie des critiques solidaires de victimes, dont j'ai rien à foutre, à vrai dire. J'ai oublié ce que j'étais en train de commencer à lire. Mais vous allez me dire, j'étais sur quoi? Pardon? Sur quoi j'étais, là? Avant de me lancer dans mon petit truc. Une autre production, voilà. À partir du moment où on lit la Révolution pour ce qu'elle est, vous comprenez que si la bourgeoisie avait eu comme objectif de mieux répartir la valeur féodale en taxant l'aristocratie, en disant de l'argent, il y en a dans les poches des aristocrates, on serait toujours dans la féodalité. On aurait mieux réparti la valeur féodale. D'ailleurs, on n'y arrive pas. Piketty a fait un bouquin de 1000 pages où sur un siècle, dans le monde entier, il étudie la statistique et il dit l'impôt, à long terme, ça ne sert à rien. De toute façon, ceux que vise l'impôt y échappent toujours. Et il conclut en disant vive l'impôt. On est bien dans la religion. Beaucoup plus emmerdante que celle du voile. Et je rêve d'un combat laïque qui soit enfin sur ses bases, c'est-à-dire la séparation de l'État et de l'Église capitaliste. Parce qu'elle est omniprésente dans l'État. Et c'est une religion qui nous emmerde bien plus. Écoutez, progressivement dans l'école, socialiser nos enfants, y compris en les amenant à ces saloperies que sont les salons d'orientation, pour que, progressivement, ils conforment leur vision d'eux-mêmes aux exigences du marché du travail. Si c'est pas Dieu, ça, je ne sais pas où est Dieu. Et voyez bien que c'est le seul Dieu qui nous emmerde. Or, précisément, ce que font les communistes révolutionnaires et les cégétistes révolutionnaires de 1946, c'est de sortir de ce Dieu marché du travail, de sortir du Dieu propriété lucrative, de sortir du Dieu il faut du crédit pour investir. Voilà toutes nos croyances, totalement capitalistes, dans lesquelles nous sommes englués, avec d'ailleurs tout un rituel religieux. Nous devons, si nous écoutons un média quelconque, supporter régulièrement la prière du muezzin, qui depuis la mosquée nous dit moins 50, plus 40, merci Aurélien je sais pas quoi, depuis la bourse vous venez de nous dire le truc du CAC 40. Mais cette prière régulière dont on n'a rien à foutre, sauf ceux qui sont sur le 440, mais j'en connais pas beaucoup parmi vous. Ce rituel-là, il n'y a pas de religion sans rituel, hein, c'est pour qu'on accepte le sermon du curé. La tranche du 6-9, ou du 18-20, cette immense tranche de propagande, avec
avec les curés qui sont les économistes de service, les experts qui nous disent « si vous n'êtes pas sage, vous irez en enfer ». Les Grecs n'ont pas été sages, ils sont en enfer. Vous voyez, c'est des curés d'avant le concile. Hein. C'est de la religion très très fruste, c'est à laquelle nous croyons. Au moins l'Église catholique se débarrasse de ça. Au moins dans l'Église catholique, pendant le sermon du curé, on allait taper la belote dans le café d'en face. Mais là non, on est là avec nos smartphones, à aller sur lemonde.fr, sur libération.fr, on est accro à toute cette merde. Sortir de cela suppose que nous, non pas que nous commémorions les 70 ans de création de régime, on est dans la commémoration. La commémoration, c'est les peuples sans avenir qui commémorent. Moi, je ne commémore pas. Il s'agit d'actualiser en permanence. Et pour actualiser, il faut prendre la mesure révolutionnaire de ce qui a été fait. Et là, on a des tremplins pour se battre. Par ce régime général construit contre le reste de la Sécu, qui couvre et la famille, et la santé, et la vieillesse, dans une caisse unique, avec un taux unique de cotisation. Pas de modulation du taux surtout. Les révolutionnaires de 1946 suppriment les taux différents. Pour que si vous avez des taux qui sont différents, vous allez multiplier la sous-traitance à l'infini. Puisque les donneurs d'ordre vont bénéficier, vont imposer à des sous-traitants le fait de supposer que vous ayez des entreprises qui ont un taux de cotisation de 100% parce que c'est des entreprises capitalistiques, et puis d'autres qui ont des taux de cotisation de 50% parce que c'est des entreprises de main-d'œuvre, etc., etc. Bah, en général, c'est les capitalistes qui sont donneurs d'ordre, hein, les entreprises de main-d'œuvre. Bien, ma foi, l'entreprise capitaliste donneuse d'ordre va dire à la sous-traitante, écoutez, votre taux n'est que de 50%, vous ferez des prix, s'il vous plaît, en tenant compte du fait que vous avez peu de taux de cotisation. Et donc nous allons avoir une accentuation incroyable de la sous-traitance qui détruit les collectifs de travail. Au contraire, là, taux unique, c'est ce qui constitue une classe, comme classe, homogène, sur l'ensemble du territoire. Caisse unique contre les caisses d'entreprises, de branches professionnelles, et qui sont toutes des caisses de type capitaliste, même si elles sont cogérées par la CFDT. Qui préconise de retourner au contraire à l'entreprise, à la branche, enfin bref, de détricoter ce qui a été fait en 1945, avec la loi El Khomri et le changement de l'ordre public social. Obsession patronale permanente. Et dernière caractéristique du régime général, qui en font un mode communiste d'institution, la gestion ouvrière. La gestion ouvrière. De 1945 à 1961, jusqu'à ce que De Gaulle revienne et supprime tout seul. De Gaulle, c'est l'adversaire acharné de ce qu'on appelle la démocratie sociale, c'est-à-dire le pouvoir ouvrier. De 1945 à 1961, au départ, l'équivalent de la moitié, c'est le régime général, c'est l'équivalent de la moitié du budget de l'État au départ, en 1947, et en 1961, c'est l'équivalent du budget de l'État, des travailleurs élus, constituant les 3/4 des conseils d'administration, élus tous les 5 ans dans des élections sociales qui sont de très grands événements politiques, mais qui ont une autre signification que le concours de beauté quinquennale auquel nous sommes soumis avec cette absurdité démocratique de la présidentielle, où il s'agit de voter entre le même et le même, mais ceux qui pensaient que ce n'était pas les deux mêmes s'aperçoivent que c'était les deux mêmes à la fin. Ces élections qui donnaient un poids à ces administrateurs qui avaient le pouvoir et qui élisaient les directeurs de caisse. Pendant 15 ans, la classe ouvrière a géré l'équivalent du budget de l'État en élisant les directeurs de caisse. Ce que nous avons fait, nous pouvons le faire. Et avec cet argent, qu'est-ce que nous avons fait?
Nous avons changé le sens du travail en disant les parents travaillent. C'est pour ça que l'obsession des réformateurs, c'est de remplacer la cotisation par l'impôt pour les allocations familiales. Deuxièmement, nous avons produit la santé. Produit la santé. La santé, c'est une production, ce n'est pas une dépense. Nous avons produit la santé sans marché du travail, sans propriété capitaliste. C'est décisif, ça. La santé, c'est 12% du PIB. 240 milliards. Ces 240 milliards, il y a 40 milliards de médicaments. Pour ça, au tournée de la réflexion, et là, c'est Sanofi. Ça, c'est de la production capitaliste. D'ailleurs, je me demande pourquoi, dans nos programmes, nous n'avons pas comme revendication, très simple, hein, les marchés publics doivent être réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés. Je répète, les marchés publics doivent être réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés. Parce que être révolutionnaire, c'est changer le régime de propriété. Là, nous allons sortir tous ces trentenaires éduqués qui refusent de jouer le jeu du capital, qui bricolent avec le RSA pour faire de la production alternative dans le bio, dans le logiciel libre, etc. Mais nous allons leur ouvrir un boulevard. Si seules les entreprises qui sont la propriété de leurs salariés peuvent accéder au marché public, on va les sortir de la marginalité. Donc, exit Sanofi, reste quand même 200 milliards. Parce que les cliniques, c'est peanuts. C'est trop, je suis d'accord, mais c'est peanuts, les cliniques privées. À but lucratif. Ces 200 milliards, comment est-ce qu'ils sont produits? Encore une fois, c'est pas marginal, c'est considérable. Ils sont produits, en tout cas, tant que le taux de cotisation maladie a augmenté. Il n'augmente plus depuis 1979. Depuis 1979, le taux de cotisation maladie, il est stabilisé. Il est stabilisé, entre autres, parce que nous ne revendiquons pas sa hausse. Je chercherai en vain un tract syndical qui revendique une hausse massive du taux de cotisation. J'en ai qui revendiquent de la modulation, c'est-à-dire un truc tout à fait dramatique et réactionnaire, d'autres qui revendiquent, à très juste titre, une hausse des salaires qui entraîneront automatiquement, mécaniquement, une hausse des cotisations, mais qui revendiquent une hausse du taux, comme ça a été le cœur de la bataille de la classe ouvrière dans les années 50-60. Il n'y a pas un seul tract qui ne dise hausse du salaire brut, hausse du taux de cotisation. Le taux de cotisation maladie est passé de 8 à 16% en 35 ans du salaire brut. Il a doublé entre 45 et 79. Depuis, il n'a plus bougé. Qu'est-ce que ça a permis, cette hausse du taux? Ça a permis de changer complètement l'hôpital, qui était un mouroir, encore dans les années 50. Quand vous lisez des romans de l'époque, vous tombez sur des phrases du genre « Oh, surtout pas à l'hôpital, on en sort les pieds devant ». Nous avons transformé l'hôpital. Ça a supposé des investissements considérables. Comment est-ce qu'on a financé cela? En faisant appel au marché des capitaux, partenariat public-privé? Pas du tout. Hausse du taux de cotisation, qui a permis à l'assurance maladie de subventionner l'investissement hospitalier. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin de crédit pour investir? Pourquoi est-ce qu'il faut sortir de la croyance qu'il faut du crédit pour investir? Et pourquoi c'est si important d'honorer les conquêtes de la classe ouvrière pour les pousser plus loin? Si vous investissez au temps T, en T plus 1, cet investissement va générer du travail plus nombreux ou plus productif, donc plus de valeur économique. Cette valeur économique, elle va pouvoir être cotisée dans des caisses qui vont subventionner l'investissement en T plus 1. Cet investissement en T plus 1 va générer en T plus 2, T c'est l'année, hein, dans le jargon économique, va susciter en T plus 2 plus de valeur, hein, non pas que l'investissement suscite de la valeur, mais plus de travail, et donc, ou de travail plus productif, et donc plus de valeur, qui va pouvoir être cotisé dans des caisses d'investissement qui vont subventionner l'investissement en T plus 2, en T plus 3, etc., etc. Nous pouvons remplacer le couple profit-crédit par le couple cotisation-subvention. Et nous l'avons fait à grande échelle. Aujourd'hui,
tous les hôpitaux sont dans le rouge. Alors que de 58 à 75, nous avons pu transformer un appareil hospitalier déliquescent en une institution de santé, productrice de santé, avec des investissements énormes. On n'est pas allé sur le marché des capitaux. Il n'y avait pas la CADES créée par Juppé en 97. On s'est passé du crédit. Parce qu'il n'y a pas besoin de crédit pour investir. Pourquoi est-ce que j'ai enseigné l'économie pendant 30 ans? Donc j'étais confronté à ce moment du manuel, enfin du programme, où il faut dire qu'il faut du crédit pour investir. On ne peut pas investir sans crédit, que tout investissement repose sur des crédits. Pourquoi est-ce que c'est enseigné comme une vérité naturelle? Et parce que c'est au cœur du capitalisme. Le capitalisme en 30 secondes. Je suis propriétaire de l'outil, soit comme actionnaire direct, soit comme propriétaire direct, ou comme actionnaire ou comme prêteur. Je pompe une partie de la valeur que tu crées comme salarié. Et après t'avoir piqué, très légalement, c'est tout à fait légal, c'est le droit de propriété lucrative, justement, construit longuement par la bourgeoisie. Après t'avoir piqué une partie de ce que tu as créé, je te le prête. Et tu me rembourses. Quand est-ce que nous dirons que le roi est nu? Quand est-ce que nous honorerons Croizat et les militants de la CGT qui ont créé un régime général capable de produire de la santé sans capital, sans crédit et sans marché du travail, puisque ce sont soit des fonctionnaires hospitaliers, soit des libéraux qui ont un salaire à vie, comparé à un kiné qui s'installe et un architecte qui s'installe. Le kiné a sa patientèle dans le mois qui suit, l'architecte il a crevé de faim pendant 15 ans. C'est-à-dire que nous avons, sauf s'il devient Grouillot, de Bouygues et autres Eiffage et compagnie, nous avons inventé le travail indépendant avec salaire à vie. C'est très important aujourd'hui, beaucoup aspirent au travail indépendant. Si on veut les faire échapper à l'auto-entrepreneuriat et au RSA ou au revenu de base à la Hamon. C'est très important de montrer que nous avons créé du travail indépendant avec salaire à vie, à la qualification, pas revenu de base, du salaire. Donc, commencer à instituer un mode de production capitaliste, c'est cela. C'est produire sans employeur, sans propriétaire lucratif et sans prêteur. Y compris sans prêteur public, il n'y a pas de bon crédit. Qu'est-ce que nous avons à faire maintenant? Ben, ma foi, continuer. Je rêve, mais ce ne sera pas le cas, je rêve d'une campagne présidentielle dans laquelle il y a une proposition de doubler les cotisations. Actuellement, les cotisations, c'est 500 milliards. On double. On passe à 1000 milliards, c'est-à-dire 75% de la valeur ajoutée marchande, qui est de 1300 milliards. Nous avons 2000 milliards de production, le PIB, 700 milliards de production non marchande, c'est de l'administration, etc. Et puis, 1300 milliards de production marchande, c'est le même qui est exprimé en monnaie. Or, le salaire, c'est de la monnaie, et c'est donc du côté de la production marchande qu'il faut chercher cette monnaie. Si nous doublons la cotisation, ça veut dire que nous allons passer de 500 à 1000 milliards de cotisations, 75% de la production marchande qui est socialisée. Ces 500 milliards vont dans des caisses, dans deux types de caisses. D'une part, une caisse de salaire, des caisses de salaire, d'autre part, des caisses d'investissement. Mettons 250 milliards dans des caisses de salaire, 250 milliards dans des caisses d'investissement. Ces 250 milliards qui vont dans des caisses de salaire vont permettre de transformer en salaire à vie, lié à un niveau de qualification, en m'inspirant des propositions de la CGT qui est de 4 niveaux de qualification, et en démarrant à 1500 €, puisque c'est à peu près
le niveau actuel en tout cas, ça peut être revendiqué à 1700 € net, mais enfin avec une étape à 1500 €. Donc des salaires qui iraient de 1500 à 6000 €, pas de salaire supérieur à 6000 € bien sûr, qu'est-ce qu'on fait au-delà de 6000 € de nos salaires, en dehors de s'emmerder le monde. Mais rien en dessous de 1500 aussi, donc tout le monde démarre à 1500. Et nous pouvons conditionner la transformation du salaire des salariés en salaire à vie au fait qu'ils deviennent les copropriétaires de leur entreprise. Que l'entreprise soit remise à la nation et devienne copropriété de ceux qui y travaillent. Là, vous voyez, à tous les jeunes qui aujourd'hui bricolent avec le RSA pour faire de l'alternatif, et qui sont hautement politisés, parce que vouloir faire de l'alternative, c'est hautement politisé. La révolution, c'est changer le travail, comme le dit très justement la CGT. Changer le travail pour changer la société. Nous allons leur offrir une toute autre perspective que les 800 balles de Hamon, vous comprenez. On leur offre, l'accès exclusif au marché public. 2, du salaire, pas revenu de base, du salaire lié à leur qualification. Ça suppose qu'ils passent une épreuve de qualification, bien sûr, mais du salaire qui est inscrit entre 1500 et 6000 €. À vie, à vie. Parce que l'autre ligne d'institution communiste mise en place en 1946, c'est le statut de la fonction publique. Le statut de la fonction publique, c'est le salaire à vie. Un fonctionnaire ne passe jamais par le chômage. Un fonctionnaire ne passe jamais par un salaire qui baisse. Il peut stagner, mais il ne peut pas baisser ni être supprimé. Et sa pension, c'est la poursuite de son dernier traitement qui, par définition, est le meilleur. Thorez, ministre communiste chargé de la fonction publique, qui fait passer de justesse avec une explication de vote de la SFIO disant « Ce statut de la fonction publique, c'est un statut totalitaire, ils utilisent le mot totalitaire, que nous détricoterons dès que possible. » L'explication de vote de la SFIO, à la loi d'octobre 1946, oui, on est à la fin de comète, hein, les communistes vont être éliminés par Léon Blum. Pareil, dans la même difficulté que Croizat, dans la même difficulté. Avec en plus une fédération CGT des fonctionnaires qui dit « Si vous nous obligez à entrer en régime général, on s'en va. » D'ailleurs, il s'en ira pour faire la fête en 1948. Et il s'ouvre à la mise des mutuelles qui nous emmerdent bien aujourd'hui. En obtenant, dès mars 1947, la loi Maurice qui autorise les mutuelles de fonctionnaires à se substituer au CEPAM pour rembourser les prestations maladie. Merci les fonctionnaires qui ont sauvé la mise à ceux qui sont aujourd'hui l'adversaire principal de la sécurité sociale, du régime général de la sécurité sociale, à savoir les mutuelles. Lorsque donc Thorez crée le statut de la fonction publique, il change la définition du travail. Travailler, c'est pas aller sur le marché du travail se soumettre à un employeur. Travailler, c'est avoir un salaire lié à son grade, c'est-à-dire un attribut personnel. Le support du salaire, ça n'est plus le poste comme dans l'emploi, c'est la personne. Le salaire comme droit politique, à vie, comme tout droit politique. C'est tout à fait autre chose que les 800 balles du revenu de base. Donc à ces jeunes qui sont politiquement beaucoup plus avancés souvent que bien de nos militants traditionnels dont je suis, parce qu'ils ont une forme de, comment dire, d'unité de vie. Ils ne sont pas schizophrènes. Ils vivent selon leurs convictions, concrètement. Ce qui n'est pas mon cas, je veux dire, par exemple. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Mais nous avons aussi à leur dire ceci.
le piège du revenu à la Hamon. Moi, je comprends très bien que quelqu'un qui a 450 balles de RSA et qui reçoit régulièrement une lettre de la CAF lui disant « Attendez, vous avez touché trop, vous n'avez pas déclaré ceci », qui est emmerdé par la CAF. Si on lui propose 800 balles inconditionnelles, il dit banco, évidemment. Si nous voulons offrir une alternative à cette roue de secours du capitaliste et le revenu de base, parce que vous voyez bien qu'avec ces 800 balles, il va travailler, cette personne, elle va travailler, bien sûr. Notre aspiration à contribuer au bien commun, ça fait partie de notre commune humanité. Elle va produire des formes alternatives d'énergie, elle va produire une forme alternative de production agricole, elle va produire une forme alternative de connexion sur l'Internet, etc., etc., etc. Tout ça va être récupéré par le capital. Parce que ces travailleurs indépendants, livrés sans droit au capital, il faut qu'ils payent une rente aux propriétaires des bases de données dites collaboratives, qui sont propriétaires capitalistes. Et Dieu sait si le capital s'est empressé, en utilisant comme cheval de Troie le droit de propriété intellectuelle, d'être propriétaire lucratif des bases de données, sans lesquelles on ne peut pas travailler aujourd'hui. Il faut qu'au bout du compte, une partie de la valeur qu'il crée aille non seulement aux fournisseurs de données, mais aille aux fournisseurs tout court d'instruments de production, derrière lesquels il y a toujours un groupe capitaliste, ou un donneur d'ordre. Derrière, au bout de la chaîne, il y a toujours un groupe capitaliste, ou un client, et au bout de la chaîne, il y a toujours un groupe capitaliste. C'est-à-dire que ces travailleurs, avec leurs 800 balles, ils vont travailler, ils vont être exploités, sans que ceux qui les exploitent aient à assumer un rôle d'employeur, c'est-à-dire à payer le salaire à la qualification, à payer la cotisation au régime général, et troisième des enrichissements de l'emploi que j'avais oublié, que je n'ai pas traité, à respecter le code du travail, en matière d'horaire, de sécurité, de santé, etc., etc. C'est-à-dire que plus il est élevé, quand on dit que plus c'est élevé, plus c'est une version de gauche, enfin c'est une lecture complètement aberrante des projets de revenu de base. Plus il est élevé, plus le revenu de base est un atout pour le capital, puisqu'il va permettre de détricoter l'emploi en permettant à des travailleurs nus, c'est ce que rêve le capital, des travailleurs à poil, de valoriser leur travail sur le marché des biens et services, sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir. Si notre réponse est simplement non, ça ne sert à rien. Si notre réponse est « Ah non, la réponse est le retour au vrai plein emploi », on va faire du vrai plein emploi, avec un crédit public qui va soutenir les activités industrielles écologiquement durables, avec une sécurisation des parcours emploi-formation. On va instaurer une fiscalité sur le capital. Ce projet-là est un projet qui perd depuis 30 ans et auquel il faut renoncer. La disparition de l'emploi rêvé par le capital, parce que l'emploi, je l'ai dit, c'est une conquête syndicale. La disparition de l'emploi rêvé par le capital à travers le revenu de base. La réponse, ça n'est pas l'emploi. La réponse, c'est ce qu'a fait Croizat, c'est ce qu'a fait le Parti communiste, c'est ce qu'a fait la CGT en 1946. Et pas qu'en 1946, de 1920 à 1980 en gros. C'est là que la classe ouvrière se constitue et est à l'offensive dans notre pays. C'est produire autrement, sans capital, sans crédit, sans marché du travail. Et si nous doublons le taux de cotisation, c'est un article que j'ai fait dans l'Humanité du 2 janvier, vous pouvez aller voir l'Humanité du 2 janvier où j'explique cela.
si nous doublons le taux de cotisation, nous allons pouvoir affecter la moitié des 500 milliards à des caisses de salaire qui vont conditionner l'attribution du salaire à vie, c'est elles qui vont payer les salaires, c'est plus les entreprises. De même que c'est le trésor public qui paye les fonctionnaires, c'est pas chaque administration. Conditionner cela au fait que cette entreprise soit la propriété de ses salariés. Ce qui est le cas de toutes les entreprises innovantes aujourd'hui. Mais qu'il s'agit de confirmer. Et puis que, pas que celle-là, mais que toutes les entreprises actuelles entrent dans un désir de devenir la propriété de leurs travailleurs. En conditionnant le salaire à vie au fait que l'entreprise soit la propriété de ses salariés. Et puis, les 250 autres milliards iront à des caisses d'investissement gérées par les travailleurs, elles aussi comme les caisses de salaire, qui conditionneront la subvention de l'investissement que les entreprises n'auront pas à rembourser au fait qu'elles soient la propriété de leurs salariés. Là, nous allons changer le mode de production. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on crée une cotisation de 500 milliards de plus? Où on va le chercher? C'est très facile. Dans le non-remboursement des dettes des entreprises. Les entreprises sont endettées, mais bien plus que l'État. Des milliers de milliards. Or, l'endettement pour financer l'investissement privé est aussi illégitime que l'endettement pour financer l'investissement public. Puisqu'un prêteur, c'est un prédateur qui prête ce qu'il vient de piquer. Y compris quand il prête une entreprise privée, bien sûr. Donc, entreprise par entreprise, nous allons prendre les comptes. Et nous pouvons, parce que maintenant nous avons des équipes syndicales parfaitement rodées à l'activité économique. Nous avons des travailleurs qui sont parfaitement capables de gérer les entreprises. Nous allons, entreprise par entreprise, prendre les comptes. La cotisation de 20% de la valeur ajoutée pour les 250 milliards sur le salaire, elle va être compensée par 20%, par un chiffre équivalent, 250 milliards, de non-remboursement de dettes. On prend les comptes de la boîte, elle ne rembourse pas ses dettes à la même hauteur que la cotisation nouvelle qu'elle fait. Et puis, la cotisation économique de 20% de la valeur ajoutée, de 50 milliards, nous allons la compenser par un non-remboursement des dettes, là aussi, et un non-versement de dividendes. Vous voyez, en même temps que nous allons nous attribuer 500 milliards, c'est ce que fait Croizat lorsqu'il crée le régime général. Nous nous attribuons l'équivalent du budget de l'État. En même temps que nous gérons nous-mêmes, bien sûr, en même temps, nous asséchons de 500 milliards la capacité du capital de diriger la production en s'appropriant le profit. Il ne faut pas taxer le capital. Taxer le capital, c'est le légitimer. Il faut l'assécher. Alors pour cela, bien sûr, qu'il faut être au pouvoir, même sur des strapontins, et même pendant un an, ça peut suffire, à condition qu'on soit déterminé. Je crois que...